Armand Robin, vous avez étudié spécialement Pouchkine. Et vous vous êtes aperçu que celui qu'on appelle peut-être à tort le Byron russe aurait pu être un grand écrivain français. Comment êtes-vous arrivé à ces conclusions? Eh bien, c'est extrêmement simple. Sa famille était une famille où l'on ne parlait que le français. Heureusement pour la littérature russe, il y avait dans sa famille une vieille nourrice, sa nounou, comme il l'appelle, qui, elle, parlait le russe, qui lui racontait les vieilles histoires de la Russie. Lorsqu'il a commencé d'écrire en russe, a-t-il continué à écrire en français? Exactement. Il a non seulement continué à écrire en français, mais en plus, il a continué parfois à écrire en français, même en russe. C'est ainsi que, dans beaucoup de ses poèmes, notamment dans son fameux poème intitulé Les Tziganes, il y a des passages, il y a des vers entiers qui sont en français dans le texte. Dis-moi pourquoi l'escamoteur fut-il sifflé par le parterre? Hélas, c'est que le pauvre auteur l'escamotin de Molière. Sans compter que, de toute évidence, l'inspiration profonde de ces poèmes est une inspiration française, même lorsqu'il pense imiter les romantiques anglais. Mais est-ce que c'est une inspiration de pur langage, ou bien avait-il une connaissance de la civilisation française, de la culture française? Eh bien, son frère cadet, Léon, a dit de lui un jour, nous avons le texte, qu'il connaissait la littérature française par cœur. Plus tard, lorsque Pouchkine écrivit son œuvre spécifiquement en russe, son style de vie fut-il influencé par la connaissance qu'il avait de la France? Pas seulement son style de vie, sa vie même. Pouchkine était constamment amoureux. Et chaque fois qu'il trouvait une beauté dont il était passionné, il écrivait de préférence en français. Je relis votre lettre, en long et en large, et je dis, ma chérie, ma merveille, ma divine, et puis, oh la misérable. Vous me dites que je ne connais pas votre caractère. Que m'importe votre caractère? Je ne m'en moque pas mal. Est-ce que les jolies femmes doivent avoir un caractère? L'essentiel, ce sont les yeux, les dents, les mains et les pieds. J'y rejoins le cœur, mais votre cousine a trop décrié ce mot. Vous dites qu'il est facile de vous connaître. Vous vouliez dire de vous aimer. Je suis assez de cet avis et j'en suis même la preuve. Je me suis conduite avec vous comme un enfant de 14 ans. Comment va la goutte de monsieur votre époux? J'espère qu'il en a eu une bonne attaque le surlendemain de votre arrivée. C'est bien fait. Si vous saviez quelle aversion mêlée de respect je ressens pour cet homme. Divine, au nom du ciel, faites qu'il joue et qu'il ait la goutte. C'est ma seule espérance. Et c'est même en français que, parfois, lorsqu'il était rebuté, il lançait des épigrammes contre la bien-aimée. Ainsi, par exemple, un jour, il tomba amoureux d'une personne un peu plus âgée que lui, la princesse Volkonskaya. Celle-ci non seulement le rebuta, mais elle alla en parler au tsar. Pouchkine, outré, elle se mit à réagir en langue française et lança l'épigramme suivante. On peut très bien, mademoiselle, vous prendre pour une maquerelle ou pour une vieille guenon, mais pour une grâce, adieu, non. Le tsar lui en voulut, non pas seulement pour ces deux poèmes
écrit en français, est plein de polissonneries, imité de Parny et de Voltaire, mais encore parce qu'à un moment donné, il manifesta une grande ferveur pour Napoléon. Et bien sûr, on comprend très bien que le tsar ne pouvait pas être très content. Ensuite, pour diverses autres raisons, le tsar lui en voulut d'une façon plus particulière, lui en voulut tellement qu'il voulut se l'attacher et en faire de lui, pour ainsi dire, une sorte de serviteur à domicile. Il le nomma historiographe. Et il le fit survenir. Pas d'une façon très cruelle, bien sûr. Il le fit tout de même surveiller, et de temps en temps, le tsar recevait sur le compte de Pouchkine des rapports de police, des rapports du préfet de police Benkendorf, et, chose curieuse, ces rapports étaient rédigés en français. Tout prouve malheureusement que Pouchkine s'est pénétré des principes nuisibles qui s'étaient manifestés d'une manière si funeste au début de sa carrière. Vous pouvez vous persuader de ce fait par la lettre ci jointe, la lettre sur l'athéisme. L'empereur m'a chargé de vous l'envoyer. Elle a été saisie par la police car, passant de main en main, elle est connue de tout le monde. Ensuite, ceci. Sa Majesté m'a ordonné, en vue d'une punition légale, d'exclure Pouchkine de la liste des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères pour mauvaise conduite. Cependant, Sa Majesté ne veut pas le laisser sans aucune surveillance, car, profitant de sa situation indépendante, il répandrait sans doute de plus en plus les idées perverses auxquelles il tient et forcerait les autorités de prendre contre lui les mesures les plus sévères. Pour éviter autant que possible de telles conséquences, l'empereur pense que, dans le cas présent, on ne peut pas se borner à lui donner son congé, mais qu'il faut l'éloigner dans le domaine de ses parents, dans le gouvernement de Pskov, sous la surveillance des autorités locales. Votre Excellence ne tardera pas à communiquer à Pouchkine cette décision, qu'il doit exécuter à la lettre, et l'enverra sans délai à Pskov, après l'avoir pourvu d'argent pour les chevaux de poste. Tout le monde sait, de façon plus ou moins précise, que Pouchkine mourut dans un duel. Le baron d'Antès, un diplomate français, tomba amoureux de la femme de Pouchkine. Probablement aussi le tsar est amoureux de Nathalie Pouchkine. Le fait est qu'un beau jour, Pouchkine fut provoqué en duel. Le tout est resté assez mystérieux dans les détails, et les textes qui se rapportent à ce duel sont également en français.